Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir de vous retrouver parce qu'il y a parmi vous des gens que je connais, qui sont amis et anciens étudiants aussi. Et on a le bonheur avec Khaled de vous présenter aujourd'hui quelque chose qu'on va improviser un peu parce qu'on ne l'avait pas planifié exactement. Et voilà, je vais vous parler d'Alexandrie cosmopolite. Avec je vais vous parler surtout de Cavafy et de son Alexandrie. Alors, je commence tout de suite. Je remercie Monique beaucoup pour l'invitation et mon amie Stella qui a fait les présentations et qui a Stella Frigerio qui m'a présenté auprès de vous. Alors, Alexandrie. Cité mythique, cosmopolite et prospère, mélange d'ethnies et de religions, dessinée sur le sable d'Afrique par Alexandre lui-même, Alexandrie s'impose d'abord à notre imaginaire occidental comme un mythe littéraire et un mythe qui convoque des lectures précises. Pour ceux qui aiment le XIXe siècle, ce sont peut-être les pages d'Anatole France ou les vers de Pierre Louys. Cette Alexandrie voluptueuse, savante et trouble, ville de tous les désirs. Chargée de 7 siècles d'histoire, dernier rempart de la civilisation grecque, Alexandrie alimente l'imaginaire poétique depuis des générations. Tantôt comme lieu de perdition, tantôt creuset de culture et de polyphonie. Qui ne se souvient de la vision de Saint-Antoine chez Flaubert, Alexandrie splendide et effrayante, partagée entre ses nations et ses divinités? Qui ne se souvient de Thaïs d'Anatole France, où l'ermite Paphnus doit choisir entre l'amour de Dieu ou sa passion pour la courtisane? Qui ne se souvient de Lawrence Darrell dans son fameux Quatuor d'Alexandrie, où la ville devient la capitale de la mémoire, terre maudite et bénite, théâtre du déchaînement polymorphe des amours de ses protagonistes. Dans la plupart de ses œuvres, Alexandrie apparaît comme une métaphore. À travers ses blessures historiques et les traces de son passé, elle incarne une nouvelle géographie de l'amour moderne, plus libertine, plus rebelle, plus cosmopolite, européenne, mais aussi infiniment orientale. Qu'en est-il de Cavafy dans tout cela? Entre lui et ses auteurs européens qui ont fait d'Alexandrie leur terrain d'imaginaire, de Flaubert à Forster, il y a certes quelques infinités, mais surtout quelque chose de radicalement autre. Car pour Cavafy, Alexandrie n'est pas un mythe, ou pas seulement un mythe, c'est une réalité. Sa réalité de grec de la diaspora, celle qui forge son identité poétique et l'incite tout au long de son œuvre à chérir et à comprendre cet entre-deux inquiétant, autant que fascinant de sa cité natale. Mon intention donc est de suivre le poète dans cette réalité, dans son quotidien, dans son vécu, de gentleman grec qui prend une position légèrement oblique par rapport au reste de l'univers, selon la formule si heureuse de E.M. Forster, pour explorer donc quelques éléments de la ville. Une ville qui a ceci de singulier que toutes ces grandes périodes, et elles furent diverses et nombreuses, ont été cosmopolites. Et par cosmopolite, à en croire le dictionnaire Larousse, on entend traverser, habitée par des citoyens du monde entier, ouverte à toutes les civilisations, à toutes les coutumes. Cavafy est un enfant de cette Alexandrie-là. Vers la fin du siècle, la ville compte près de 300 000 habitants, grecs, italiens, français, britanniques, arméniens, juifs de toute origine, coptes, une mosaïque humaine sans équivalent en Méditerranée. Depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, elle est devenue la grande place commerciale de l'Orient, une ville de fortune rapide et de sociabilité mêlée où les élites de toutes les communautés partagent une langue commune, le français. Et la communauté grecque, la parikia, y est la plus importante et la mieux organisée. C'est à cette élite que Cavafy appartient, famille de négociants, éducation britannique, culture française, grec comme langue de l'âme. Il est, au sens plein du terme, un produit de ce cosmopolitisme alexandrin et c'est précisément de cet entre-deux qu'il fera la matière de sa poésie.
Je suis constantinopolitain, l'origine, mais je suis née à Alexandrie dans une maison de la rue Shérif. Je suis partie très jeune et une partie de mon enfance, je l'ai passée en Angleterre. J'y ai retourné, mais pour peu de temps. J'ai séjourné aussi en France. Durant mon adolescence, j'ai vécu plus de 2 ans à Constantinople. En Grèce, je ne suis plus allée il y a déjà longtemps. Mon dernier emploi était fonctionnaire au service de l'irrigation du ministère des Travaux publics d'Égypte. Je parle anglais, français et un peu l'italien. C'est ainsi que Cavafy résume en 1924 sa vie de poète, mais aussi de modeste employé, d'aristocrate déchu et d'enfant plusieurs fois exilé. Neuvième et dernier enfant de Pierre Cavafy et de Chariclea Photiadis, Constantin, né en 1863, grandira dans une maison à l'étage de l'aristocratique rue Shérif, en dessous de bureaux de la florissante maison de commerce Cavafy et compagnie. Madame Cavafy, fraîchement revenue de l'Angleterre, ne tarde pas de faire partie de la haute bourgeoisie de la ville qu'elle reçoit dans ses salons tous les lundis. La ville prospère. Venus des pays de l'Europe méditerranéenne, des architectes conçoivent immeubles et villas et les Alexandrins, ces nouveaux Alexandrins cosmopolites et épicuriens, la plupart d'entre eux, d'importants commerçants en blé et en coton s'étendent vers ce qui fut jadis la porte du soleil, vers Ramleh, vers l'est. Mais le conte familial de Cavafy s'arrête avec la mort du père. La mère, Chariclea, part en Angleterre avec ses fils. Le jeune Cavafy sera scolarisé jusqu'à 14 ans. Le retour à Alexandrie est lui-même interrompu en 1882. Les émeutes qui éclatent lors du conflit anglo-égyptien contraignent la famille à se réfugier à Constantinople chez le grand-père. L'appartement que vous voyez sur cette rue-là, brûle dans l'incendie de la ville et le séjour constantinopolitain de Cavafy sera décisif. C'est là que Cavafy rédige ses premiers textes en grec et en anglais, traduit, écrit des vers et forge tout consciemment une identité de grec de la diaspora et connaît alors, selon certaines sources de ses biographes, ses premières expériences homosexuelles. J'ai choisi une lettre de son frère pendant cette période. John, son frère un an aîné de Cavafy, est resté à Alexandrie pour travailler et aider la famille qui... donc Chariclea et Constantin qui étaient à Constantinople. Je ne t'infligerai pas une description pénible de la situation qui est la nôtre ici. L'hypocrisie à l'égard de tous, le souci comme toujours de sauver les apparences. Privation continuelle, renoncement aux choses les plus indispensables. On est contraint d'arborer le sourire et l'allure des gens satisfaits alors que la misère et l'incertitude nous rongent le cœur. Ce qui satisfait les autres, je le dis sincèrement, n'est pas pour moi que tristesse et désespoir. En ce moment, par exemple, il se trouve que je suis invitée par Mons à Ramleh et ce n'est pas sans hésitation que j'y vais pour ne pas lui être désagréable. Mons, c'était son boss qui travaillait à la bourse. Comment ne pas avoir honte des événements usés, de sa chemise déchirée aux manches élimées, de ses cols qui obligent à avoir en permanence les ciseaux à la main pour couper les fils qui pendent, etc., etc. Donc, sans prétention stylistique ni fioriture littéraire, John, qui était lui-même amateur poète, expose à son frère les conséquences du déclin de la famille qui se trouve ruinée depuis la mort du père et vit désormais dans une précarité inquiétante. Tous les frères travaillent, à part Cavafy qui est encore très jeune et qui vit avec la maman. Donc, l'épistolier, condamné à un déclassement durable et pénible, semble ainsi fournir au futur poète une source d'inspiration en évoquant l'hypocrisie et le mensonge auquel la famille est contrainte de recourir. Plus tard, en juin 1894, Cavafy, fidèle à sa méthode qui consiste à transmuer le vécu en expérience poétique, reprendra ce même thème de l'exclusion sociale dans un poème qu'il refusera de publier. Et Khaled, il va nous le chanter.
Et vous avez ici la traduction de Dominique Grandmont de ce poème qui raconte justement la décadence de la famille Cavafy. وإن ما قدرتش تبني حياتك زي ما كان نفسك تبنيها حاول يعني قد ما تقدر ما ترخصش كمان معنيها وإن ما قدرتش تبني حياتك زي ما كان نفسك تبنيها حاول يعني قد ما تقدر ما ترخصش كمان معنيها ما تسيبش حياتك للعالم ابعدها عن الحركة الزايدة ما تسيبش حياتك للعالم ابعدها عن الكلمة الزايدة ما تجرجرش حياتك هنا وهناك من صبح الليل اوعى تاخدها وراك وتبيعها للسخافات والكذب العالم لحسن يوم هتلاقي حياتك حمل كتير عايز ترميه. Merci beaucoup, Khaled, c'était magnifique. Donc, je reprends pour ne pas perdre le fil. En 1885, installé à Alexandrie, Cavafy, il ne la quittera plus. Cavafy entre dans la vie d'adulte en travaillant d'abord à la bourse comme assistant de l'un de ses frères et puis comme employé à l'administration des travaux publics. Employé modèle, il donne entière satisfaction à ses supérieurs, corrigeant avec minutie jusqu'à la moindre virgule ses lettres administratives en anglais et en français. Vrai cosmopolite, mais portant encore les cicatrices de la faillite familiale, Cavafy n'est pas pourtant un grand voyageur. Il fait un voyage à Paris et à Londres et c'est le seul voyage de son existence librement consenti. Et puis, plus rien, Alexandrie, surtout Alexandrie. Là, vous avez le manuscrit du poème et vous voyez un peu son écriture. Il aimait beaucoup corriger Ici, c'est Ramleh. Alors, cette rue centrale d'Alexandrie qui existe toujours, la rue commerciale. Et la bourse et sa carte d'identité. Et voilà son bureau qui est aujourd'hui, je pense, l'hôtel Cosmopolite. Alexandrie, c'est un hôtel et vous pouvez visiter aussi son bureau. Voilà. Et voilà Cavafy. Donc, à partir de cette date, autour de 1900, Cavafy ne bouge plus, il est à l'Alexandrie et dans une de ses notes, il dit « J'ai fini par m'habituer à Alexandrie et il est fort probable que même si j'étais riche, c'est là que je resterai. Mais malgré cela, comme je me sens à l'étroit, quelle difficulté, quel poids qu'une petite ville, quelle entrave à la liberté. Je resterai ici. En fait, je n'en suis pas absolument sûre parce qu'Alexandrie est un peu ma patrie, qu'elle est liée au souvenir de ma vie. Mais combien un homme comme moi, si différent des autres, aurait besoin de la grande ville. Londres, par exemple. Depuis le départ de RM, je ne cesse d'y penser. Cette note, griffonnée au crayon dans des heures de questionnement intime, marque une étape décisive dans la maturation du poète. La ville exerce alors sur son esprit une emprise qui n'est pas sans rappeler celle de Prague sur Kafka, lequel disait « Prague ne vous laisse jamais. Cette chère petite mère a des griffes acérées.
Dans les deux cas, la ville devient le matériau même de l'œuvre. La phrase apparemment anodine « je me suis désormais habituée à Alexandrie » dit en réalité l'aboutissement d'un long combat intérieur. Du lieu subi et au lieu choisi, de la ville prison à la ville poème, le regard de Cavafy opère une conversion silencieuse. La petitesse d'Alexandrie, sa provinciale médiocrité même, se mue en une ressource poétique rare et irremplaçable. Le fameux poème La ville, tu dis, j'irai dans la traduction de Yourcenar, dans la traduction très libre de Yourcenar. Tu dis, j'irai vers d'autres pays, vers d'autres rivages. Je finirai bien par trouver une autre ville, meilleure que celle-ci, où chacune de mes tentatives est condamnée d'avance, où mon cœur est enseveli comme un mort. Jusqu'à quand mon esprit restera-t-il dans ce marasme ? Où que je me tourne, où que je regarde, je vois ici les ruines de ma vie, cette vie que j'ai gâchée et gaspillée pendant tant d'années. Tu ne trouveras pas de nouveaux pays. Tu ne découvriras pas de nouveaux rivages. La ville te suivra. Tu traîneras dans les mêmes rues, tu vieilliras dans les mêmes quartiers et tes cheveux blanchiront dans les mêmes maisons. Où que tu ailles, tu débarqueras dans cette même ville. Il n'existe pour toi ni bateau, ni route qui puisse te conduire ailleurs. N'espère rien. Tu as gâché ta vie dans le monde entier, tout comme tu l'as gâché dans ce petit coin de la terre. Le poème est rédigé dès 1894, mais ne paraît qu'en 1910, remanié, sans que son noyau essentiel soit altéré. Il est représentatif de cette ambivalence, pour ne pas dire de ce malaise profond que Cavafy entretient avec la ville où il se sent prisonnier. Après 6 ans en Angleterre et 3 ans à Constantinople, le retour à la ville natale semble à une chute. La routine du travail, le quotidien étriqué, une existence qui se referme. Le poème dit cette impasse avec une précision redoutable et pourtant la cité, comme vous voyez, reste générale, anonyme. Alexandrie n'est jamais nommée. C'est comme l'a montré un grand chercheur de Cavafy, Edmund Keeley, la présence d'Alexandrie dans la poésie de Cavafy se déploie selon 3 axes distincts. La ville métaphorique, où Alexandrie est souvent suggérée sans être nommée. La ville sensuelle, celle des poèmes érotiques selon Yourcenar. Les poèmes d'amour, Yourcenar les appelle érotiques. Et l'Alexandrie ancienne ou mythique, celle des poèmes historiques, où Cavafy s'empare de la matière du passé pour la réinventer, la célébrer, en proposer sa propre lecture. La ville appartient au premier axe et c'est précisément ce qui en fait la force. Ville de nulle part, elle est la ville de chacun. Mais qui est cet homme qui écrit ainsi sa ville sans la nommer ? Dans ces tiroirs, pendant ces temps, les poèmes s'accumulent, retenus pour une virgule à revoir, une date à vérifier, toujours inachevés, toujours inédits. Seules quelques contributions critiques paraissent dans les revues de l'époque, mais petit à petit, une réputation se forme. Cavafy, cryptique mais mondain, se fait connaître en tant que poète, comme il le déclare lui-même, sans fausse modestie, sur son passeport. Alors Khaled va nous jouer 2 chansons qui sont de cette période-là, donc de la première période de Cavafy, du début du siècle, mais qui sont déjà inspirées vers la fin du siècle. Donc les fameux poèmes architecturaux, les fenêtres et les murailles. Donc dans les fenêtres, c'est le premier. Le moi poétique se met devant la fenêtre et il voit aussi sa vie qui se disperse. Et dans les murailles, il a de nouveau ce sentiment de réclusion, comme on a vu déjà dans le poème La Ville. Merci. في العتمة السرحة هناك ضاعت أيامي هدر وبدور على شباك مش لاقي أي أثر
في العتمة السرحة هناك ضاعت أيامي هدر، وبدور على شباك مش لاقي أي أثر. يمكن شباك مفتوح في العتمة يواسي الروح، لكن ولا أي أثر. يمكن شباك مفتوح في العتمة يواسي الروح، لكن ولا أي أثر. يمكن أحسن ملاقيش يفضل مقفول الشيش على العتمة وعلى أحزاني. يمكن أحسن ملاقيش يفضل مقفول الشيش على العتمة وعلى أحزاني. من عارف يعني النور رح يكشف لنا إيه تاني. This was the first one. من غير كسوف، من غير حذر، من غير كسوف، من غير حذر، حطوا الحجر فوق الحجر. من غير كسوف، من غير حذر، حطوا الحجر فوق الحجر. حوطوني بالأسوار علت أسوارهم اللي استفحلت. حوطوني بالأسوار علت أسوارهم اللي استفحلت. لا تطلها شمس ولا قمر، وصبحت أنا مسجون أسير، وأنا ليا بار حاجات كتير. وصبحت أنا مسجون أسير، وأنا ليا بار حاجات كتير. مشاوير وعمر وخير وشر، ازاي بنوا الأسوار وفين أنا كنت فين؟ ازاي بنوا الأسوار وفين أنا كنت فين؟ ولا صوت بنا ولا بنايين، ولا صوت بنا ولا بنايين، من غير لا حس ولا خبر. حطوا الحجر فوق الحجر. Merci beaucoup. Τους τίτλους... ναι, θα τους λέω, ναι. Η πόλη, la ville. Ok. Je vous en prie. Alors, je reprends. On est au début du siècle. Et Alexandrie, autour de ce poète qui écrit et qui efface ses poèmes, retrouve son âme. Elle émerge à travers le flot de ces ethnies polyglottes comme une ville libre et libertine, un espace suspendu dans le temps. L'Alexandrie de Cavafy n'est pas seulement le territoire d'un poète solitaire. C'est une ville qui attire, qui capte, qui marque.
À la même époque, son cadet Filippo Tommaso Marinetti, fondateur du futurisme, y passe quelques années décisives avant de lancer son manifeste fracassant. Plus tard, c'est Ungaretti qui naît et grandit avant que la ville ne l'envoie vers Paris. E.M. Forster, lui, il séjourne pendant la Première Guerre mondiale et lui consacre un guide resté célèbre. Et c'est là aussi qu'il rencontre le poète, Forster rencontre Cavafy, dont il sera l'un de ses premiers passeurs en langue anglaise. Et puis, il y a Valentine de Saint-Point, surnommée la muse pourpre ou encore l'Amazone, figure majeure de l'avant-garde de la Belle Époque, qui s'exile en Égypte en 1924 sur les pas de son grand-oncle Alphonse de Lamartine. Valentine, elle est plutôt installée au Caire, mais c'est au Caire où il fonde sa revue Le Phénix et milite contre le colonialisme. Mais tous ces destins croisés disent quelque chose d'essentiel. L'Égypte, du début du XXe siècle, et Alexandrie en particulier, est un carrefour de la modernité, un lieu où l'Europe se cherche, se réinvente et parfois se perd. Et l'employé du bureau, emporté par le vertige de toutes ces langues tolérées sur le sol alexandrin, y retrouve sa seule véritable patrie, comme il dit, celle de sa langue, parlée sans interruption depuis l'âge de bronze. Il parcourt les chemins de sa Babel maternelle, en respire la décadence, parle anglais au travail et avec ses proches, grec avec ses amis, français avec son directeur, et ne mentionne pas dans son CV l'arabe qu'il baragouine malgré tout pour se faire comprendre de son domestique. Voilà sa maison depuis 1907, la fameuse rue Lepsius. Voilà son passeport où il marque poète. Et le poème que je vais vous lire, qui s'appelle, je vais vous le lire en grec, En espera. Donc c'est un poème de 1907. Cavafy, il a 44 ans en 1907, il joue au tennis, s'habille chez les meilleurs tailleurs, s'installe au deuxième étage de la rue Lepsius, au 10 de la rue Lepsius, et ça va être son domicile pendant 26 ans. Et c'est une rue, et sa maison est coincée entre un lupanar au-dessous, une église et un hôpital, comme il disait caractéristiquement. Libéré des précautions à cette époque parnassienne et des scrupules techniques qui retenaient sa plume, Cavafy redevient alexandrin, non par son histoire personnelle, mais en s'identifiant sans cesse aux dizaines d'hétéronymes historiques ou pseudo-historiques que lui fournit généreusement sa ville natale. À partir de 1911, date charnière où Cavafy assume ouvertement son homosexualité, quelque chose se libère dans son écriture. De l'atmosphère de son Alexandrie provinciale naît une optique nouvelle, une façon bien à lui d'habiter simultanément le présent et le passé. Maître absolu de ses moyens, le poète se livre à un jeu constant entre mythification et démythification. Il flâne librement entre les temps réels et les temps historiques, transforme sa ville contemporaine, vivante et palpable, en capsule de mémoire. Et tandis qu'Athènes, les grandes figures de la poésie grecque, Palamas par exemple, se contentent de recycler un symbolisme usé et post-romantique, Cavafy invente une mythologie nouvelle qui ne consacre pas la ville lumineuse des marbres antiques, mais la ville des ruelles obscures où naissent les désirs éphémères. J'ai voulu ce poème, la traduction est de Dominique Ramon, je vous le lis en grec pour lui faire hommage. En espera. Πάντως δεν θα διαρκούσανε πολύ. Η πείρα των χρόνων με το δείχνει, αλλά όμως κάπως βιαστικά ήλθε και τα σταμάτησε η μοίρα. Ήτανε σύντομος ο ωραίος βίος, αλλά τι δυνατά που ήσαν τα μοίρα, σε τι εξαίσια κλίνη επλαγιάσαμε, σε τι ειδονή τα σώματά μας δώσαμε. Μια απήχηση των ημερών της Ιδονής, μια απήχηση των ημερών κοντά μου ήλθε. Κάτι απ' της νεότητός μας των διονών την πήρα. Στα χέρια μου ένα γράμμα ξαναπήρα και διάβαζα πάλι και πάλι ώσπου έλειψε το φως. Και βγήκα στο μπαλκόνι μελαγχολικά, βγήκα να αλλάξω σκέψεις, βλέποντας τουλάχιστον ολίγη αγαπημένη πολιτεία, ολίγη κίνηση του δρόμου
και των μαγαζιών. Ce poème de 1917, intitulé d'abord d'Alexandrie, puis Le soir venu, met en scène un des scénarios les plus caractéristiques de Cavafy, la perte, le souvenir, le deuil silencieux d'un bonheur évolu. Un amant seul relit une lettre et dans ce geste intime, tout remonte. Les parfums, le lit, la chaleur du corps, l'ardeur partagée de la jeunesse. La mémoire n'est pas ici nostalgique au sens abstrait du terme, elle est physique, presque douloureuse dans sa précision. Mais ce qui est remarquable, c'est le mouvement final du poème. Quand la lumière baisse et que la lettre ne se laisse plus lire, le poète sort sur le balcon. C'est alors qu'Alexandrie entre dans le poème, non pas comme un décor, mais comme recours. La ville n'est pas convoquée pour ce qu'elle est historiquement ou mythiquement. Elle est là, bruyante, vivante, insaisissable, avec sa foule et ses magasins. Elle console sans promettre. Elle ne guérit rien, elle distrait, elle absorbe, elle offre simplement sa présence anonyme à celui qui souffre. Et c'est précisément cet usage-là de la ville qui est cavafien. Alexandrie n'est pas un symbole, elle est un organisme, elle pulse, et dans les moments de désarroi intime, c'est vers elle que le poète se tourne, non pour y chercher un sens, mais pour s'y perdre. Cavafy est fondamentalement un homme de la ville. Élevé dans un environnement entièrement urbain, il n'entretient avec la nature aucune relation poétique véritable. Le paysage sec d'Alexandrie, ses couleurs neutres du désert, ses lumières plates, tout cela le repousse ou l'indiffère. Ce qui le captive, c'est la rue, le café, le passant entrevu, le geste furtif, autant de déclencheurs d'un mécanisme de mémoire qui fonctionne à plein régime dès qu'un détail urbain vient l'activer. Chaque coin de rue, chaque instant suspendu dans la lumière d'Alexandrie enclenche ce processus. Dans l'élasticité du désir à jamais révolu, le corps urbain existe dans la mesure où il contient et autorise un vécu précisément érotique. Θάλασσα του πρωιού, mer du matin, que je m'arrête ici. Pour moi aussi, voir un peu la nature, mauve resplendissant de la mer au matin et du ciel sans nuages, rivage d'ocre. Et tout dans une grande lumière. Que je m'arrête ici, pour fendre de le voir. De fait, en arrivant, je l'ai vu un instant, et non mes visions ici encore, mes souvenirs, les formes de la volupté. Dans ce sens, le poème est révélateur. Le poète s'arrête devant un paysage, la mer, le ciel, le rivage ocre baigné de lumière, mais ce qu'il voit, à peine l'a-t-il regardé, s'efface aussitôt. Les images de la nature ne font que déclencher autre chose, les visions, le souvenir, les formes de la volupté. La nature est là, belle et réelle, mais elle perd immédiatement la partie. Elle s'incline devant ce qui, chez Cavafy, est toujours plus puissant qu'elle, la mémoire urbaine et le désir. C'est précisément depuis cette ville intérieure que le poète opère, maître absolu de ses moyens. Il se livre à un jeu constant et dialectique entre mythification et démythification. Il flâne librement entre les temps réels et les temps historiques. Et j'ai un exemple de poème historique très connu par tous, où Cavafy démythifie les Alexandries historiques, toutes ces cités qui enviaient sa grandeur, la Syrie, imitaient son modèle et étaient condamnées à disparaître avec elle. En convoquant ces Alexandries, Cavafy leur offre une seconde vie, autrement éclairée, en retournant l'image officielle pour en révéler l'envers. Jouant de cette double voix, celle du présent et de l'absent, du vivant et du mort, Cavafy entre et sort de ses mémoires trouées et sauve quelque chose de leur présence authentique dans les pages de l'histoire. Cavafy, il disait, je suis un poète historique. Je n'aurais jamais pu écrire un roman ou du théâtre, mais je sens en moi 125 voix me dire que j'aurais pu écrire l'histoire.
Ou encore, il dit autre part, avec une formule plus ramassée, je suis un poète de la vieillesse. Donc Cavafy plonge avec délectation dans le passé d'Alexandrie pour faire ressusciter non pas les grandes fresques somptueuses de son aventure dans le temps, mais les petits détails imperceptibles qui définissent le destin de la ville et de son peuple. Initiation en théâtre mystique dont les protagonistes échangent entre eux les principaux rôles, son Alexandrie de Ptolémée, agitée et bruyante, change des masques et des costumes. De la défaite de l'empereur Marc-Antoine jusqu'au désarroi du petit marchand ambulant qui apprend la victoire factice d'Actium et se réunit aux festivités de la foule, Cavafy met en scène avec une ironie amère le carnavalesque, le paradoxe, le provisoire de la vie alexandrine. Donc ici, dans ce poème, vous connaissez l'histoire probablement, selon Plutarque, la veille de la grande attaque d'Octavien, des sons d'instruments mélodieux et un grand vacarme des danseurs poussant des cris bachiques se firent soudain entendre dans la nuit. C'était comme si une troupe bruyante quittait la ville et le tumulte cessa dès qu'elle franchit les portes. Cet événement impressionnant profondément les habitants qui y virent un signe. Le dieu protecteur d'Antoine, Dionysos, l'abandonnait. Donc ce poème, Antoine abandonné des dieux, met en avant l'importance de préserver sa dignité face à la perte. Je vous le lis, il est très connu. Quand vers minuit, soudain, tu entendras un Apolypnotheos Adonion. Tu entendras passer un cortège invisible avec des merveilleuses musiques et des éclats de voix. Ne te lamente pas en vain sur la fortune qui chancelle, sur tes œuvres qui ont échoué, sur les entreprises de ta vie qui toutes se sont avérées illusoires. Un homme près de longue date, un homme de cœur, salue là cette Alexandrie qui s'éloigne. Surtout, ne te leurre pas, ne dis pas que ça n'était qu'un rêve, que ton oreille te trompait, dédaigne ces futiles espoirs. Un homme près de longue date, un homme de cœur, comme tu te dois de l'être, toi qui méritais cette pareille ville, σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, approche-toi d'un pas ferme de la fenêtre et écoute avec émotion, mais non pas avec les plaintes et les supplications des lâches comme une ultime jouissance, la rumeur, les ravissants accords du mystique cortège et salue-la, αποχαιρέτα την, cette Alexandrie que tu perds, την Alexandria που χάνεις. Voilà, ici je ne vais pas le lire, mais le passage de Plutarque pour ceux qui veulent le lire. Donc j'ai un autre poème sur les épitaphes de Cavafy, mais je ne vais pas vous le lire. Je préfère laisser plus de temps pour des questions et pour Khaled, n'est-ce pas? Donc, comme je vous ai dit, en dehors de ces poèmes historiques qui le consacrent ou pseudo-historiques, Cavafy se fait connaître aussi à Athènes, le bastion post-romantique de l'école de Palamas. Et après 1915 et une fois la cinquantaine passée, Cavafy ose opter pour un ton plus intime et place ses héros sur le fond de la ville moderne. Cavafy mourra le jour de son anniversaire, le 29 avril 1933, à l'hôpital grec, atteint d'un cancer à la gorge. Dans une de ses notes inédites, la secrétaire de Cavafy et future épouse de son héritier, Erika Segopoulou, rapporte « Je l'ai vu pleurer une seule fois pendant tout ce temps de sa terrible maladie. C'était le jour qui allait partir pour l'hôpital. Nous lui avons amené une petite valise pour qu'il prépare ses affaires. Lorsqu'il l'a vu, il s'effondrait en larmes. Nous avons essayé de le calmer ce moment qu'il quitta sa maison pour toujours. Il prit alors son bloc et nota, parce qu'il ne pouvait pas parler, il a griffonné des mots sur un bloc. Cette valise, je l'ai achetée précipitamment il y a 30 ans, un soir, pour aller m'amuser au Caire. Totes ήμουν υγιής, νέος και όχι άσχημος. À l'époque, j'étais en bonne santé, jeune et palais. Et désormais,
Cavafy, le poète grec d'Alexandrie, poète inclassable de la périphérie hellénique et non pas grecque, sera lié à l'histoire de la ville. Les guides touristiques d'aujourd'hui indiquent sa maison et on trouve facilement sa tombe dans le cimetière grec. Et c'est vrai aussi qu'on l'imagine difficilement vivre ailleurs. Dans la fourmillante cité de l'Agide, dans le vacarme infernal des klaxonnements et du bruit, le miracle, comme disait Séphéris, est encore possible. Sous le ciel bleu clair d'Alexandrie, ou dans ces rues assombries par la tombée du soir, dans le mouvement incessant de la foule, on peut entrevoir la figure du poète traverser les rues et les faubourgs, s'arrêter à son café préféré, The Billiard Palace, ou contempler sur la côte les ombres anonymes de ses désirs. Et je laisse maintenant Khaled nous chanter deux de ses plus connus poèmes. Non, pas Ithac. Mais Ithac, je pense, vous l'avez, Khaled, Ithac ou pas? Boogie Là, on voix. va chanter les cierges et les voix. Les voix, c'est un poème qu'il a écrit en 1904 après avoir perdu beaucoup de membres de sa famille et deux de ses meilleurs amis. Et c'est un des rares poèmes où il parle de musique. Donc, merci beaucoup, Khaled. On t'entend. العمر طابور شمع ومصفوف من أول والآخر الشارع. العمر طابور شمع ومصفوف من أول والآخر الشارع، وانا خايف ابص ورايا واشوف المطفي ده اكتر من الوالع. العمر طابور شمع ومصفوف من اول والاخر الشارع، وانا خايف ابص ورايا واشوف المطفي ده اكتر من الوالع. L'autre chanson de voix. اللي ماتوا واللي عايشين بس ماتوا لسه أصواتهم حبيبة زي مزيكا بتبعد بس أنغامها قريبة. اللي ماتوا واللي عايشين بس ماتوا لسه أصواتهم حبيبة زي مزيكا بتبعد بس أنغامها قريبة. لسه في الأحلام يجونا يكلمونا أو في سرحة بالنا يمكن مرة تانية يوشوشونا ويا أصواتهم بترجع تاني أغانينا القديمة. اللي ماتوا واللي عايشين بس ماتوا لسه أصواتهم حبيبة زي مزيكا بتبعد بس أنغامها قريبة. لسه في الأحلام يجونا يكلمونا أو في سرحة بالنا يمكن مرة تانية يوشوشونا ويا أصواتهم بترجع تاني أغانينا القديمة. مش غريبة زي مزيكا بتبعد
بس أنغمها قريبة. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a est-ce qu'il faut un micro? Oui, probablement. Qui veut? Oui. Ah, c'est nécessaire? Oui. Oui, alors, l'œuvre de Cavafi a fait Oui. l'objet de plusieurs traductions en français, Tout à fait, oui. et notamment des traductions de Daniel Bobovi et de Bernard Bouvier, Samuel Bobovi, qui sont tous les deux genevois. Oui. Et l'un est directeur Et de la nous sommes- bibliothèque. Voilà. Nous en sommes Mais très fiers. Est-ce qu'on connaît les traducteurs de Cavafi en arabe? C'est une bonne question que je ne saurais pas répondre. Je peux plutôt vous répondre sur les traductions françaises ou les traductions genevoises de Cavafi, mais pas sur les traductions arabes. Il y en a sans doute, plusieurs, mais pas autant qu'en français ou en anglais. Ce qui vous me permettez juste de dire pour l'histoire que Samuel Bobovi a reçu de Cavafi via des Alexandrins qui voyageaient beaucoup et un recueil des poèmes de Cavafi directement du poète. Et ils ont échangé une lettre. Cavafi même, il était très flatté. Et Samuel Bobovi, il a traduit quelques poèmes qu'il les a mis dans son ouvrage La poésie grecque moderne. Et puis, il a aussi, sur le journal de Genève en 1939, il a traduit et présenté juste la veille de la guerre le fameux poème En attendant les barbares. Donc, on a de quoi être fier. Hein. Et sa traduction, celle-ci que vous avez vue avec Bertrand Bouvier, c'était fait à 4 mains la veille d'une conférence d'un grand chercheur grec et éditeur de Cavafi Savidis. Et voilà. Mais sur les traductions arabes, malheureusement, je ne parle pas l'arabe, donc je ne connais pas grand-chose. Question ? Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Ma question est la suivante. Comment son œuvre a été connue en fait, puisqu'il les mettait pendant des années dans les tiroirs? Donc comment ça a été aussi propagé après en Grèce, puisqu'il y a un musée qui vient d'ouvrir en 2025? Oui, en fait, il laissait ses poèmes dans les tiroirs, mais il a publié 1 ou 2 poèmes par année. Donc, c'était pas qu'il arrêtait sa production poétique, c'était qu'il publiait très très peu. Mais il avait créé un système d'autodiffusion, c'est-à-dire c'est lui qui publiait, il faisait une autopublication chez un éditeur alexandrin, et en fait il distribuait les exemplaires 2 ou 3 poèmes dans le cercle fermé de ses amis. Et comme ça, sa réputation circulait et sa réputation est arrivée aussi à Athènes, mais les poètes, les Athéniens n'aimaient pas du tout cette voix qui était très moderne. Eux, ils écrivaient encore en rime au début du siècle. Ils avaient des sujets plutôt de ferveur nationale. Et Cavafi, c'était toute une autre voix. Et à partir de 1911, où il parle ouvertement, il crée dans ses poèmes des petits scénarios d'amour homoérotique. Bon, il reçoit vraiment une critique très négative de la part d'Athènes. Mais petit à petit, il crée une sorte de bruit autour de son nom qui a été très bénéfique finalement. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais... Très bien, merci beaucoup.
Je vous remercie tous pour cette belle présentation. Et je me permettrai, madame, de vous remettre quelque chose en grec, et qui est un texte que Galatia Kazantzaki a fait en ce moment quand elle a rencontré Cavafy en Alexandrie. Ces livres, étant donné qu'elle était communiste, étaient interdits d'être publiés en Grèce, et elle allait les publier en Alexandrie. Et on lui a dit qu'il y a un jeune poète qui parle à l'université. Elle est allée par pure curiosité, et elle en est sortie ravie, enchantée, très touchée. Elle a écrit justement ces quelques mots qui font qu'on admire et on respecte encore plus et Cavafy et Galatia. Merci beaucoup. Mais si vous voulez, j'ai pas d'autres copies en grec avec moi. J'en ai par contre une en arabe de cette critique. Si monsieur peut être intéressé, je vous remets facilement une copie en arabe. C'est ce que vous aviez demandé. Je ne sais pas, c'est pour arabe, si quelqu'un parle en arabe. C'est intéressant pour les personnes de la... Oui, Mais justement, parce que nous, c'est vrai qu'on est grec. mais on pourrait faire quelques photocopies, je n'en ai pas beaucoup, mais je peux vous la remettre et vous l'envoyer, qui vous voulez, c'est comme vous voulez. Enfin, bref. Alors ça, c'était pour Cavafy d'un côté. On a eu aussi la chance de voir à Athènes une pièce de Chariklia Cavafy qui représente sa mère et qui parle de Cavafy tout jeune. Alors elle a eu un malheur, cette femme, elle a perdu cette petite fille très très jeune. Cavafy est née par la suite et du coup elle essayait de remplacer cette petite fille. Alors elle lui mettait des beaux rubans dans les cheveux bouclés, elle l'habillait avec des robes. Évidemment il y avait son père qui était noir de colère. Qu'est-ce que tu essayes de faire de notre fils? Mais c'était peut-être déjà à ce moment que certains goûts se déclaraient. Et voilà, je crois qu'il y a 1000 choses à dire de Cavafy, mais c'était juste 2-3 petites choses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, allez-y. Prenez le micro. Voilà. Alors, je suis très touché parce que depuis tout à l'heure, j'ai écrit 10 poèmes pour dire que la poésie, je ressens ça, est une sorte de... Comment dire? Entre une étincelle et un fleuve. Et je voudrais juste lire une phrase, c'est qu'une langue est une ville. Et une langue, quelque part, on l'habite et on se laisse habiter par la langue et par les mots. Évidemment, les mots, on les transporte en nous. Et puis quand on les partage, en fait, on recrée la ville, une mini-ville, comme une mini-oasis entre soi et la personne avec qui on parle. Et du coup, on a besoin, vous disiez tout à l'heure, de ces traductions, de ces traducteurs. Et vous avez dit pour Yourcenar, qui est ma chouchou, une traduction très libre ou très infidèle. Et je trouve ça très délicieux que le passeur puisse être extrêmement infidèle pour quelque part transmettre dans sa profondeur le souffle libre des mots. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Quelqu'un a une dernière question, peut-être? Oui, allez-y, madame. Voilà. Donc, prenez peut-être le micro. Voilà, comme ça, on va pouvoir... Merci Martha pour cette magnifique présentation, conférence. J'aimerais la voir, vous êtes juste posé devant. Voilà, excusez-moi. Donc, tu nous as dit que, c'est-à-dire, nous avons lu la notice sur lui-même qu'il n'avait pas, je sais pas, est-ce qu'il n'a jamais vécu en Grèce? Je ne sais pas s'il avait voyagé en Grèce. Apparemment, il ne s'intéressait pas à avoir des rapports avec la Grèce. Il était plutôt hellène, alexandrin.
tu nous as dit comment sa poésie a été reçue en Grèce, mais lui, qu'est-ce qu'il pensait des Grecs et de la Grèce? Alors, merci beaucoup Maria pour cette très bonne question. En fait, Cavafy, il ne se sentait pas grec, il se sentait hellène, mais pas grec, effectivement. Il est allé à Athènes 3 fois, il n'a pas beaucoup voyagé, il a fait un voyage en bateau, il est passé, il a vu Patras et Athènes, et c'était tout. Il a même un journal de bord qu'il a gardé. Et il a dit, le moment où il descend à Athènes, il dit que c'est une ville très européenne. Il fait assez chaud et j'aime beaucoup les officiers et les costumes des officiers. Et après, dans ce journal, il note très attentivement les changements de température. Et il dit que, bon, il visite bien sûr les sites archéologiques, il dit qu'il est pris d'une émotion artistique, artistic emotions. Tout ça, c'est écrit en anglais, hein, je dis ça en passant. Ça a son importance parce que c'est très concis, c'est sans fioriture. Donc, il est curieux, mais en même temps, il garde une distance par rapport aux Grecs. Et les Grecs aussi, hein, lorsque Xénople le rencontre pour la première fois, il dit qu'il a le temps basané, il a un accent britannique et il n'est pas un des leurs, hein, comment dire. Hein, c'est un grec, mais il n'est pas un athénien, donc c'est un alexandrin, donc ils n'arrivent pas à le classer. Et il aime beaucoup la Grèce, cela dit, et il se considère grec. Parmi ses autres frères, c'est le seul qui s'intéresse beaucoup à l'actualité politique. Si vous voulez, par exemple, on sait, moi je travaille beaucoup sur sa correspondance les dernières années, depuis que l'archive nous a donné toutes les informations. Il est ouvert maintenant aux chercheurs. Donc on voit que Cavafy, il suit l'actualité. Par exemple, pour la guerre gréco-turque de la fin du siècle 1897, il lit les journaux français et il dit que les Français ne sont pas très objectifs, etc., etc. Il fait des commentaires. Donc, il suit l'actualité, il voit ce qu'il fait Venizelos, il suit l'actualité en Grèce avec grand intérêt. Mais de cette distance qui le sépare du pays. Lui, il est alexandrin et très souvent, il parle de lui en tant qu'égyptiote. Hein. Il dit, nous les égyptiotes, on n'a pas... Lorsqu'il voyage à Paris, par exemple, il dit, c'est la première fois où je vois la nature de cette couleur, parce que nous, avec les paysages jaunes qu'on a à Alexandrie, à Athènes, il dit la même chose. Hein. Il va à Phalère, il voit la mer, et on n'a pas de description de nature. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'aime pas la nature, mais parce que sa nature à lui, c'est la nature d'Alexandrie, donc le bleu et le jaune. C'est ça son paysage. Voilà, je ne sais pas si... Oui, tout à fait, merci. Merci. Oui. Voilà, alors j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il a passé quelques années à Constantinople. Oui, c'est il a ça? passé 3 ans à Constantinople. Il avait 18 ans. Ah, c'était... Pourquoi c'était pour... Parce que, en fait, la famille, ils étaient encore aisés, donc ils habitaient à la rue Shérif, mais après, il y a eu la guerre anglo-égyptienne, donc il y a eu les bombardements britanniques et leur maison a brûlé complètement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Chariclée? Elle prend Constantin, les autres garçons restent à travailler à Alexandrie ou au Caire, et elle, avec le petit de 18 ans, il avait fini le collège Papasis, grec, le collège de grec où ils enseignaient en français, et ils partent à Constantinople. Donc, il passe 3 ans à Constantinople chez son grand-père. Le grand-père, d'accord. Le grand-père maternel. Photiadis. Donc il passe là, et là
là, il passe 3 ans où il est autodidacte. Il a fait, c'est lui qui se nourrit de littérature, etc. Mais il ne travaille pas. Il passe son temps à rédiger quelques articles qui sont très importants. Et il est encore très très jeune, 19 jusqu'à 20 ans, il était à Constantinople. Et il parle un peu de ce paysage de Constantinople aussi sur 2 poèmes. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une dernière question concernant les archives. Donc, quand est-ce qu'elles ont été mises en place? Et alors, qu'est-ce que Onassis a à voir avec donc Oui, Kadhafi, en fait? Oui, c'est une question très intéressante qui a coulé beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre chez nous, les philologues. Alors, Kadhafi avait qu'un héritier, Aleko Senghopoulos. On ne sait pas si, il y a plusieurs potins, je dirais, alors qu'ils disent que Aleko c'était soit son amant, soit son fils. C'était le fils de sa couturière. C'était un jeune garçon qui était très dynamique. Donc Kadhafi, en mourant, lui a laissé toute sa fortune, qui n'était pas grande, mais toute son œuvre. Donc, Segopoulos, qui s'est mariée à Arika Segopoulos, qui était une femme très dynamique d'Alexandrie, ils se sont séparés après. C'était elle qui gérait l'héritage du poète. Et c'est elle qui a fait publier ses poèmes en des vrais recueils poétiques, parce que lui, il les distribuait comme je vous ai dit. Donc, c'était une valise, pêle-mêle, avec ses lettres qui n'étaient pas très nombreuses, parce que lui, il écrivait très très peu, avec des poèmes en brouillon, avec des notes intimes, comme celle-ci que je viens de vous lire. Et donc, dans une valise comme ça, et Savidis, qui était l'éditeur de Kadhafi par la suite, qui était marié à Lena Lambrakis, la famille Lambrakis, qui ont tous les journaux en Grèce, a pu acheter de son héritier cette valise. D'accord. Donc, depuis des années 60, nous, on se tourmente sur cette valise et on découvre ces petits trésors, mais qui sont vraiment très caractéristiques du poète. Il y a des poèmes, des brouillons de poèmes, des lettres intimes, des notes intimes, voilà. Et aussi tout ce qu'il gardait précieusement. Alors, juste donc pour faire le lien avec... pourquoi ça s'appelle les archives Onassis? Parce que oui. après, le fils de ce philologue, de éditeur Savidis, a vendu l'archive Kadhafi dans une somme exorbitante. Donc, la fondation Onassis a acheté l'archive Kadhafi, et pour la première fois, tout est maintenant numérisé. numérisé. Bravo. Donc, et c'est ouvert. Vous pouvez taper Kadhafi Onassis.org et vous allez voir toutes ces richesses ouvertes au public. C'est Ils ont formidable. tout Merci beaucoup. numérisé. Je vous en prie. Écoutez, alors, voilà, s'il n'y a plus de questions, alors, merci beaucoup vraiment d'être venu à Genève.